Soleil politique de 18h30 à 19h30 tous les mardis sur Radio Soleil. Toutes vos réactions 01 43 48 43 43. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soleil politique, le rendez-vous politique de Radio Soleil. On est ensemble et en direct jusqu'à 19h30. Avec une émission très spéciale aujourd'hui, en tout cas avec un format très spécial. On a le plaisir de recevoir François Asselineau, président de l'UPR. Bienvenue Monsieur Asselineau. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, avec un grand sourire, mais on va expliquer à nos auditeurs pourquoi vous avez un grand sourire, Monsieur Asselineau, pour vous interroger. Mon camarade Armel Freinet. Oh, camarade. Bonsoir Bougeva. Bonsoir Monsieur Asselineau, bonsoir à tous. Voilà, et puis bien sûr votre serviteur. Format spécial, pourquoi ? Parce qu'on a décidé d'ouvrir le standard dès 18h30 à tous nos éditeurs, bien évidemment, nos auditeurs d'Île-de-France, Marseille, Nancy et Saint-Étienne, et aussi aux adhérents de l'UPR, les militants, les sympathisants. Et je crois qu'aujourd'hui vous êtes 16 400. Alors je sais que le compteur est en direct et il évolue à chaque instant. Alors aux dernières nouvelles, j'avais 16 400. C'est le premier chiffre de la soirée. Le deuxième chiffre de la soirée, c'est les 10 ans. L'UPR fête ses 10 ans dans les quelques jours. Et puis j'allais annoncer un chiffre, mais qui est faux. J'allais annoncer une 60aine de parrainages et vous venez tout de suite de me démentir pour m'annoncer un nouveau chiffre. Et c'est ce qui vous donne le sourire aujourd'hui. Monsieur Asselineau, je vous laisse l'honneur de l'annoncer. Quand on parle de parrainage aujourd'hui... donc effectivement, j'ai le plaisir le Conseil constitutionnel a annoncé officiellement la liste des parrainages validés. C'était à 17h, il y a une heure, et donc j'ai 480 parrainages validés. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 20 parrainages à obtenir pour être officiellement candidat à la présidentielle 2017. Sachant que par ailleurs, j'ai déjà dépassé le niveau des 30 départements, et là je pense qu'on doit être quelque chose comme 60 ou 70 départements représentés. Donc j'ai évidemment très bon espoir pour la suite. Voilà, donc ce qui vous classe, donc aujourd'hui, le premier c'est François Fillon qui est aux alentours de 700. Et justement, donc Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Nathalie Arthaut et Nicolas Dupont-Aignan viennent tout juste d'atteindre les 500 parrainages. Donc vous arrivez tout de suite derrière eux. Donc en gros, je suis 7e. Il y a 36 personnalités qui ont eu un parrainage, au moins un parrainage, et je suis le 7e sur 36. Effectivement, je crois qu'il y a 5 personnes qui ont dépassé les 500. Et puis juste après, il y a Madame Le Pen qui a 483 et moi qui en a 480. Donc comme Madame Le Pen. Et puis ensuite ça descend, je crois, à Monsieur Cheminade, qui je crois en a 370, et Monsieur Mélenchon qui doit en avoir 350 et quelques, je crois, à peu près. Voilà. Donc c'est effectivement, si vous me permettez, puisque je crois qu'on peut le dire, d'abord je voudrais remercier tous les adhérents et les sympathisants de l'UPR, et notamment, alors tous d'abord, les électeurs, les adhérents, les sympathisants qui développent l'information sur notre mouvement politique depuis maintenant des années. Je voudrais remercier, voilà, ça fait 10 ans bientôt que j'ai créé ce mouvement, on va en reparler tout à l'heure. Disons que ce mouvement a commencé à se développer vraiment depuis à peu près 4 à 5 ans, et qu'en ce moment on a une croissance verticale. Vous voyez, on a franchi les 16 400 adhérents dans la nuit, et là je regarde à l'instant même, donc vous en parliez, nous avons exactement 16 444 adhérents, donc on a eu 44 adhérents depuis ce matin, et puis depuis que l'information vient d'être diffusée, qu'on a 480 parrainages, et donc on est vraiment au bord d'avoir les 500, je pense qu'on va avoir une explosion du nombre de nos adhérents. Donc je voudrais remercier les adhérents, les sympathisants, remercier les démarcheurs, parce que c'est très difficile, vous savez, d'aller voir des maires. Il y a énormément de maires qui éprouvent de la sympathie pour ce que je dis, mais qui sont terrorisés. Je pourrais donner une liste entière de maires qui me disent « Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, je voterai pour vous dans l'isoloir, mais je ne peux pas parrainer parce que je vais avoir des mesures de rétorsion. » La France, on en est là. Hein. On en est là maintenant dans cette situation. Et puis, si vous me le permettez, je voudrais aussi vous rendre hommage à Radio Soleil, ainsi qu'à toutes les petites radios. Je dis petites, comme moi on dit que je suis un petit candidat. En fait, vous n'êtes pas petit, comme moi je suis pas un petit candidat. Vous êtes grand
la noblesse de la façon dont vous concevez votre métier, parce que depuis maintenant 1 heure, on a une avalanche de demandes de rendez-vous, voilà. Alors maintenant c'est BFM, c'est RTL, c'est Europe 1, c'est tout le monde s'y met. C'est-à-dire qu'en fait, on a été méprisé pendant des années. Le dernier en date, c'était il y a quelques jours, c'était Monsieur Patrick Cohen sur France Inter, lorsqu'il a été interrogé par l'un de nos adhérents c'était dans la Creuse, qui a demandé mais pourquoi jamais depuis 10 ans vous n'avez donné la parole à François Asselineau et à l'UPR. Monsieur Cohen a dit parce que moi je m'en passe très bien, et de toute façon il a dit avec mépris que nous n'étions pas représentatifs. Voilà. Monsieur Patrick Cohen est un employé du peuple français. Nous avons eu 190 000 électeurs en 2015 aux élections régionales. Ne doutez pas que là, je pense que je vais être candidat et je pense que je vais être la surprise de 2015. Eh bien, ça, ce genre de mépris de classe, ce genre de mépris des radios, des grandes radios et des grandes télévisions, eh bien, si je suis élu, je peux vous dire qu'il y sera mis un terme très rapidement. C'est inadmissible. La France est devenue une république bananière. C'est inadmissible qu'un parti politique comme le nôtre soit boycotté à ce point. Je terminerai sur un chiffre avant peut-être de vous redonner la parole. Vous savez qu'au cours de la semaine dernière, Monsieur Macron, qui a eu 0 électeur prouvé pour l'instant, et qui, sur YouTube, fait 600 000 vues quand la chaîne de l'UPR fait 8 500 000 vues, Monsieur Macron a eu droit à 79 heures dans toutes les radios et télévisions françaises, et moi j'ai eu droit la semaine dernière à 8 minutes. Voilà. Voilà la situation. Et pourtant, dans laquelle le CSA veille à cela. Mais le CSA est dirigé par M. Olivier Schramek, qui était l'ancien directeur de cabinet de M. Jospin et a été nommé par M. Hollande. Voilà, on a saisi un grand nombre de fois le CSA. Le CSA fait partie de la conjuration. Il s'agit tout simplement d'étouffer toute voix dissidente. Et c'est pour ça que je lance ici tout de suite un appel. Il faut, heureusement que la démocratie a été sauvée pendant ces années de plomb, si j'ose dire, par des radios, des télévisions web, des petites radios comme les vôtres, mais encore une fois je dis petite radio, vous êtes beaucoup plus grand que les très grandes radios installées parce que vous avez fait votre métier de la même façon que moi j'ai fait mon devoir, je crois, de citoyen français inquiet de la dérive totalitaire de notre pays. Et l'une des raisons fondamentales de ma candidature, et la raison d'ailleurs pour laquelle on va pulvériser la scène politique française, c'est que nous sommes là pour restaurer la démocratie en France. Merci, Monsieur Asselineau, pour vos mots. Tu voulais réagir? Oui, je voulais simplement vous poser une question, parce qu'on ne sent... Peut-être que nos auditeurs ne se rendent pas bien compte. Vous parliez de 16 400 personnes, donc adhérents à l'UPR. Par rapport aux autres partis, ça vous situe comment? Puisque oui, c'est vrai, on parle par exemple des Verts. Si on voit M. Jadot, je crois, a été élu avec quelques milliers de voix. Enfin, il a été élu... Oui, vous avez raison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français ne s'engagent plus en politique ni dans les syndicats. Vous savez que il y a, par exemple, il y a énormément en Suède, par exemple, il y a énormément de Suédois qui sont syndicalisés. Il y a 1 million de Suédois syndicalisés sur 9 millions d'habitants. En France, on est 65 millions d'habitants. On n'a même pas, je crois, 1 million de syndicalisés. C'est pareil pour les partis politiques. Donc les partis politiques ont des nombres relativement restreints. Les Verts, on ne sait pas exactement combien ils ont, mais ils doivent avoir quelque chose comme 3 à 4 000 adhérents. Je crois que le NPA de M. Besancenot doit avoir quelque chose comme 1500, 1800 adhérents. Voilà, le parti de gauche doit avoir à peu près 10 000. L'UDI, je pense qu'on a dépassé l'UDI. Alors, les grands partis politiques, on ne sait pas. Il semble que le Parti socialiste, il disait qu'ils en avaient 60 000. Aux dernières nouvelles, ils n'ont plus que 20, 25 000 adhérents payants, mais ce sont des gens qui souvent adhèrent parce qu'ils ont des mandats électifs. Voilà. Donc, nous, on n'a personne. Les gens qui adhèrent à l'UPR le font par conviction. Il y en a d'autres, ils le font aux Républicains ou au Parti Socialiste, ils le font tout simplement pour avoir des prébendes. En d'autres termes, je pense que nous sommes actuellement le 5e parti politique français en nombre d'adhérents. Je ne parle pas bien entendu du mouvement de M. Macron, du mouvement En Marche, qui paraît-il aura bientôt 512 millions d'adhérents. Enfin, il dit des chiffres absolument fantaisistes. En réalité, il n'a pas d'adhérents. Enfin, il a très peu de militants sur place. Voilà. C'est d'ailleurs parce que nous avons tant d'adhérents et beaucoup de militants, parce que les gens qui adhèrent à l'UPR, ils le font par conviction, que nous arrivons à faire cette percée du nombre des parrainages. La plus grande majorité des journalistes, il y a encore quelques semaines, considéraient que j'étais un affabulateur et que nous n'aurions rien. Voilà. Vous parlez du nombre, est-ce qu'on peut aller aussi sur le terrain de la qualité? Vous parlez tout à l'heure de militants avec un grand M, c'est-à-dire que vous avez des militants très actifs?
On l'a vu au travers des campagnes d'affichage qu'on fleurit. Alors moi, je parle particulièrement de l'Île-de-France où j'ai vu vos affiches un peu partout. C'est difficile de tourner la tête sans vous avoir en face. C'est vrai. On a des équipes de militants formidables, notamment en Île-de-France, mais dans toute la France en fait, et même outre-mer. On a aussi des affiches qui ont été collées en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Polynésie. Mais en France métropolitaine, on en a vraiment partout. Et alors c'est vrai que particulièrement très actif en région Île-de-France, où on a une équipe fantastique. Je crois qu'il y a à peu près 19 à 20 personnes qui, quasiment tous les soirs, vont coller des affiches. D'ailleurs, je vous annonce qu'à partout, parfois. Et à partir de ce soir ou de demain, on va avoir un nouveau jeu d'affiches qui va arriver. Vous avez raison de le souligner. Nous, on est fondé sur une base militante. C'est très important parce que, par exemple, ces affiches, je vais tout vous dire. Moi, je suis très transparent. Donc, je sais parce qu'il y a certains partis politiques qui passent par des prestataires pour coller leurs affiches. Donc, nous, on avait fait imprimer 200 000 affiches. Ça nous avait coûté quelque chose comme 14 000 €. Bon. Mais ensuite, c'est l'huile de coude de nos adhérents et de nos militants qui vont coller tout ça. Les autres partis politiques, ils n'ont pas d'adhérents, ou très peu, à part peut-être le Front National et le Front de Gauche qui en ont un peu, mais ils sont moins actifs que nous, vraiment beaucoup moins actifs. Donc les autres, eh bien, ils ont recours à des sociétés de collage d'affiches. Je peux vous dire le tarif. En Ile-de-France, il faut à peu près payer 1 € par affiche collée. Ça veut dire que pour coller 200 000 affiches, il nous aurait fallu 200 000 € et ça, on ne les avait pas. Voilà. Et non seulement il y a de l'huile de coude, mais il y a aussi des neurones chez nos adhérents et chez nos militants, parce que ce qui caractérise, je crois, et c'est l'une de mes plus grandes fiertés, ce qui caractérise l'UPR, c'est qu'il y a des Français, des Françaises venus de partout, de toutes les origines d'ailleurs, de toutes les religions, y compris de gens qui n'en ont pas, et qui sont tombés tous d'accord sur le fait qu'il fallait se rassembler pour faire sortir la France de cette prison des peuples qui est l'Union européenne, l'euro et l'OTAN, pour redonner à la France sa démocratie, que la France soit désormais un acteur de paix et non pas un acteur de guerre, notamment vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis du Moyen-Orient, et que nous avons donc des gens qui ont adhéré pour des convictions. Et si vous allez sur les pages Facebook, la page Facebook de l'UPR, et qu'après vous allez sur la page Facebook des autres candidats, ou Asselineau ou l'UPR, ou des autres candidats ou les autres partis, vous verrez la différence de qualité d'intervention. Je ne dis rien d'autre. Vous verrez, nous avons vraiment des gens de toutes les conditions, qui, en fait, excusez-moi mais c'est un petit peu le jour qui s'y prête. D'ailleurs, c'est la Sainte Félicité aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu le jour qui s'y prête. Un petit peu de satisfaction quand même et de remerciements pour tous les adhérents et militants. On a des gens qui, comment dirais-je, je crois que l'UPR, elle fait s'exprimer ce que la France, elle a de meilleur en elle. Voilà. Tout simplement. Alors restons sur la qualité. Donc la qualité, ça passe au travers aussi du financement d'une campagne, et particulièrement une campagne présidentielle. Est-ce que les militants de l'UPR sont généreux ? Alors les militants de l'UPR... On a compris qu'ils donnaient du temps. Oui, ils donnent de l'argent en fonction de leurs moyens. Ça vient de partout. On a des adhérents expatriés. Cette nuit, par exemple, il y a eu notre première adhérente. C'est une adhérente qui habite au Ghana, à Accra. Tout à l'heure, il y a un adhérent qui a fait un don important de 3 000 €. Vous savez que c'est limité à 7 500. Moi, j'ai lancé une collecte de fonds le 12 décembre dernier, et nous avons désormais, je crois, dépassé les 640 000 €. Alors évidemment, ça fait sourire de pitié tous ceux qui vont dépenser 10 ou 20 ou 30, 23 millions d'euros, c'est le maximum pour la présidentielle. Nous, on a chiffré ça à 1 million d'euros. Évidemment, donc c'est pas beaucoup. Et 1 800 000 avec les législatives. Donc par rapport aux autres, nous sommes un petit pousset. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a un truc énorme, c'est qu'on a le bénévolat. Et on a la conviction, c'est-à-dire que nous, on va faire une campagne à minima, la campagne, voilà, si des gens veulent nous donner de l'argent, ils sont les bienvenus, bien entendu. On a d'ailleurs plus de 5 500 personnes qui ont déjà contribué. Mais je pense qu'en fait, les Français sont fatigués. Vous savez, les spectacles de music-hall de M. Macron, personne n'y croit, en fait. Je pense que M. Macron, on va voir les sondages. Les sondages actuellement sont complètement bidouillés. M. Macron, je pense, est parti pour faire un score à un chiffre. Il ne fera pas du tout 24%. Mais les intentions de vote le donnent à les intentions de vote, pardon, le donne à 25,5%. Oui, je sais bien, mais vous savez ce qui va se passer ? Il va se passer la même chose que pour le Brexit ou pour Mme Clinton. C'est-à-dire que les instituts de sondage, ils font des faux en espérant que ça va influer l'électorat. Et puis dans les 72 heures, ils vont dire d'un seul coup « Ah ben on comprend pas, M. Macron s'effondre ». C'est pas que M. Macron s'effondrera, c'est que d'un seul coup, ils s'aperçoivent que le truc n'a pas marché et qu'ils sont obligés de remettre les compteurs à la baisse. Voilà. C'est pour ça que François Fillon s'accroche autant ? Malgré les sondages, il sait qu'il sera peut-être deuxième. Oui, je pense que M. Fillon a de très bonnes chances d'avoir plus de voix que M. Macron. Mais vous allez voir, il va y avoir une surprise. Et la surprise, elle va s'appeler Asselineau.
D'accord, bon, très bien. Alors Armel, peut-être avant C'est ce que l'on vous souhaite en tout cas. Avant de poser une première question, tu vas réagir sur les propos de François Asselineau? Oui, pour aller justement un petit peu dans le sens de ce que vous évoquiez, c'est vrai qu'en ce moment, les affaires à droite, on en parle quand même depuis un bon bout de temps. Trahison multiple à gauche, j'y reste un petit peu la loi du genre. Incertitude et flou avec Macron, vous venez d'en parler. Je voulais savoir tout simplement, ça vous inspire quelle réflexion, ce climat politique actuel? Écoutez, tout ça, les Français sont absolument écœurés. Il y a un gigantesque coup de balai à envoyer dans tout ça. Voilà, il faut que maintenant les Français reprennent le pouvoir et que se débarrassent de toute cette classe médiatico-politique dont le climat est empuanti en France. Voilà. Donc, ça va être un des grands débats de cette campagne, qui va être une campagne qui va être très différente des autres. Notez bien d'ailleurs que moi, je respecte toujours la loi et les échéances. Voilà. J'ai eu pendant des semaines et des semaines des gens qui m'ont dit alors les parrainages, vous en êtes où? Moi, je sais que les parrainages, ça n'est pas facile. J'ai toujours dit et redit qu'il y avait les promesses, c'était une chose, et la concrétisation, c'en était une autre. Et puis, la campagne, elle n'a pas commencé, en fait. La campagne électorale officielle, elle commencera le 20 mars. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on va faire la campagne officielle. Et je pense qu'il va y avoir à ce moment-là une grande... Le peuple français va d'un seul coup se ressaisir. En fait, il n'est pas content de la situation. Il y a peut-être 50-60% des Français qui veulent s'abstenir. Et puis, d'un seul coup, ils vont découvrir qu'on leur a caché, depuis 10 ans, un parti politique français qui est fondé sur l'honnêteté, la compétence, l'éducation populaire, l'émancipation, et qui depuis, j'ose le dire, depuis 10 ans, je crois, n'avoir fait à peu près aucune erreur d'analyse. Et tout ce que j'ai pu dire depuis 10 ans se révèle exact. C'est pour ça que je suis très confiant sur la suite des événements. Je pense que les Français en ont assez de tout ce barnum, de tout ce cirque médiatique, et effectivement de ces affaires, de ci et de ça. Là, c'est l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'extrêmement grave. L'élection présidentielle, c'est le moment où le peuple français doit se réfléchir collectivement à son avenir. Or, la question qui se pose, c'est si les Français se laissent avoir par les médias qui veulent absolument leur fourguer M. Macron, qui est un homme sans beaucoup de qualité, qui pour... être le domestique des banques, de l'oligarchie, pour démolir le droit du travail, supprimer nos départements, fusionner nos forces, nos communes, démolir d'ailleurs l'unité nationale, eh bien ils s'en mordront les doigts, parce qu'en fait ils découvriront qu'on les a encore joués. J'ai fait confiance depuis 10 ans et ça m'a servi, et je vais continuer, je fais confiance à l'intelligence de mes concitoyens. Autre question, Armel, ou je... Oui, pas forcément tout à fait. Alors, parce que moi, j'avais prévu j'avais une question pour François Asselineau. Donc, effectivement, on vous connaît, François Asselineau, parce que, malgré peut-être votre absence dans les grands médias, vous voyez, j'utilise et je répète le mot grand, vous voyez, c'est peut-être un peu d'humour dans mes propos. On vous connaît, monsieur Asselineau, avec un parcours d'excellence, HEC, ENA, vous êtes un énarque, directeur de cabinet, Conseil général des Hauts-de-Seine, différentes missions dans différents ministères, de l'économie, du tourisme, élu de Paris. Les affaires étrangères. Affaires étrangères, élu de Paris. Oui, j'ai été élu de Paris. Vous parliez d'Emmanuel Macron qui n'avait jamais eu aucun électeur. Vous avez eu l'occasion d'en avoir par le passé. Par contre, on ne connaît pas l'homme qui se cache derrière toutes ses responsabilités. Moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. Qui êtes-vous, François Asselineau? D'où venez-vous, François Asselineau? Je suppose qu'il y a eu un François Asselineau enfant. Oui, qui absolument. A fait des études, qui a des parents, des enfants. Parlez-nous un peu de vous. Je suis né en 1957, en septembre 57. Mes parents étaient... je suis né dans une famille française assez banale, en définitive. Je suis né à Paris, mes parents y étaient nés également, et mes arrière-grands-parents venaient en fait des quatre coins de la France. Vous savez, il y a eu beaucoup au début du XXe siècle de l'exode rural. Mes arrière-grands-parents étaient que ce soit du côté paternel comme maternel, étaient des paysans, des gens très modestes. Mes grands-parents sont montés à Paris, comme on disait, et j'ai la particularité d'avoir 4 grands-parents qui viennent des 4 coins de la France.
Mon grand-père paternel, dont je porte le nom, venait du Loiret. Sa femme venait de Haute-Saône. Et puis, du côté maternel, mes grands-parents venaient des Côtes d'Armor, enfin des Côtes du Nord, comme on disait à l'époque, et du Tarn. Donc, c'est quelque chose, voilà, une famille française. J'ai été élevé à la fin des années 50 dans un univers qui était un univers, comment dirais-je, stable, sûr, avec un père, une mère. J'ai un frère et une sœur, et puis on m'a appris quand j'étais petit qu'il fallait travailler pour réussir, parce que mon père était le premier de la famille à avoir eu son bac, et puis ensuite il avait été repéré par des instituteurs et des professeurs qui faisaient le métier de ce que doit être l'école républicaine. Ils avaient repéré qu'il était un bon élève, ils l'ont poussé, il a réussi les concours des grandes écoles scientifiques, il a eu l'école centrale de Paris, et donc moi quand j'étais petit on m'a dit voilà, il faut travailler pour réussir, il faut pas mentir, il faut pas voler, il faut travailler. Voilà, c'est quelque chose d'assez basique. Voilà, je suis pas c'est pas une grande particularité, mais c'est vrai qu'à notre époque, ce sont des fondamentaux qui ont un petit peu été largement brocardés, oubliés, etc. Voilà. Alors pour ce qui me concerne, je suis marié, ma femme est universitaire et j'ai 2 enfants. J'ai une fille qui a 26 ans et qui est en 7e année de médecine en gynécologie obstétrique, et j'ai un fils qui a 19 ans et qui prépare les écoles de commerce. Voilà. Donc c'est une famille, j'allais dire, traditionnelle. Alors moi, j'étais bon élève. Il s'est trouvé qu'effectivement, j'étais travailleur. Je suis quelqu'un, je crois, qui a de la ténacité. D'ailleurs, ce qui se passe avec l'UPR le prouve, c'est que depuis 10 ans, contre vents et marées, et même quand on était extrêmement peu nombreux, et malgré des injustices inouïes que nous avons subies en termes médiatiques, sans compter les campagnes diffamatoires que nous avons subies et dont on va encore subir. On me traite d'extrême droite, de complotiste, de conspirationniste, de je sais pas quoi. Malgré ces campagnes qui sont fondées sur absolument pas le moindre début de preuve, mais ça c'est normal, j'allais dire, c'est la vie politique. Et bien malgré ces 10 années, j'ai quand même tenu bon, et maintenant le résultat commence à apparaître. Ça a toujours été un peu comme ça dans ma vie. Et puisque vous me demandez en fait un peu en pointillé un peu des confidences, je vais vous faire une petite confidence. C'est quelque chose qui m'a poursuivi finalement depuis le début, depuis que je suis petit. C'est que les gens ont toujours eu tendance à ne pas me voir venir, à me sous-estimer. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'étais un bon élève comme ça dans la classe, et puis à la fin c'était moi, j'étais premier. Voilà, j'ai eu mon bac mention très bien à l'époque en série scientifique, c'était très rare. Les gens n'avaient pas vu. Après ça, je suis entré à HEC, j'étais 2e à HEC, puis après ça, je suis entré à l'ENA, puis je suis sorti vice-major. Les gens à chaque fois, mais là je crois que c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les gens se sont dit, c'est un brave type, il est gentil, parce que c'est vrai, j'ai une bonne bouille, quoi. Donc les gens, ils se disent, il est gentil, etc. C'est un bon conférencier, etc. Mais politiquement, il est nunuche. Ça, il y en a qui l'ont dit. Et puis maintenant, les médias, et vous allez voir la suite des événements, sont en train de se rendre compte, mais mince, au fait, on ne l'aurait peut-être pas sous-estimé, celui-là. Et ben, c'est exactement ce qui va se passer, vous allez voir. D'ailleurs, je vais en profiter pour rebondir sur une anecdote que vous avez racontée à l'occasion d'une précédente venue. Vous dites donc avoir été vice-major de votre promotion à l'ENA. Et l'anecdote, c'était par rapport au major, justement, qui avait un petit lien par rapport à l'Europe. Alors peut-être nous rappeler celui qui était sorti premier, qui avait eu des responsabilités sur la signature d'un des traités, entre autres, non, c'était pas ça? Non, je me rappelle plus de ça. Alors, je me rappelle. Non, ce que je me rappelle en tout cas, c'est que personne ne se Les souvenirs, c'est un peu flou, mais on le... Non, je vois pas ce que vous voulez. Non, ce que je me rappelle très bien, en revanche, c'est que personne ne savait. À l'époque, on pouvait aller ouvrir une partie des notes. Enfin, c'était très compliqué, parce que vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'ENA, le concours, c'est un concours de sortie, donc, et le classement de sortie est extrêmement important pour prendre ensuite pour avoir notamment accès au grand corps de l'État. Ce que j'ai eu, j'ai choisi l'inspection générale des finances plutôt que le Conseil d'État. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas fanfaron, je ne suis pas là à rouler des mécaniques. Moi, je suis quelqu'un qui laboure le terrain. Ça m'a toujours servi dans ma vie. Et ça paraît gagnant de ne pas rouler des mécaniques? Ben oui, mais je pense. Mais de toute façon, je n'aime pas. Je parle en politique, en politique mais en général. Écoutez, de façon, je suis. Est-ce que c'est pas les codes de la politique de rouler un peu des mécaniques, de parler un peu plus fort que les autres? Écoutez, moi, je pense qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est l'honnêteté, le sérieux, la vérité, la sincérité. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. Les gens qui m'ont rallié à l'UPR, ce qui est vraiment une caractéristique, c'est que on a maintenant des talents de plus en plus nombreux dans notre mouvement politique. Ils y sont entrés. Je l'ai dit tout à l'heure, je
reviens, par sincérité, par souci de la vérité. Vous savez, au bout du compte, la vérité finit toujours par triompher. Voilà, le sérieux, la vérité. Alors, je ne suis pas un homme de réseau. Je ne suis pas dans des réseaux, dans des trucs, des machins. Je suis pas là. On me voit pas dans des soirées mondaines, etc. Non, moi je suis quelqu'un. Moi mes loisirs, quand j'ai du temps, j'adore lire. J'ai une collection de médailles. J'aime beaucoup voyager. Je suis quelqu'un je suis plutôt sans doute un peu cérébral, un peu un intellectuel. Je n'aime pas je suis tout sauf Mathieu. C'est quelque chose, moi, qui est le contraire de ce que je suis. Eh ben, très bien, merci François Céline. On voulait en savoir un peu plus sur vous, vous connaître plus. Bon, on vous connaît un peu mieux. Et justement, on profitait, on avait promis le standard dès 18h30, 18h27. Donc 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43. Mais avant ça, une question d'Armel. Oui, alors peut-être pour revenir sur un côté plus politicienne, comme on dit, là aussi je me mets à la place de nos auditeurs et à la mienne aussi. Il y a quelquefois des discours qu'on a du mal ou que j'ai du mal à comprendre. Par exemple, on nous dit, la 6e République, ça y est, c'est inéluctable, on peut pas passer à côté. Je voudrais savoir tout simplement, ce que vous en pensez. Quelle est votre position à vous, celle de l'UPR, par rapport à une éventuelle 6e République? Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce que celle de la 5e ont fait la preuve de leur inefficacité? Écoutez, moi j'ai déjà répondu à cette question. Moi, quand les gens me disent qu'est-ce que vous pensez de la 6e, je leur dis qu'est-ce que vous pensez vous de la 7e? On peut pas formuler un jugement sur une simple appellation. Il faut voir le contenu. Alors, la 6e République, c'est une espèce de slogan qui a été lancé par M. Mélenchon il y a quelques années. Et puis, derrière ce slogan, il n'y a rien. Et une fois, il avait, je crois, il y a 2-3 ans, il avait dit, il avait été interrogé, donc il avait mis dedans, il voulait mettre dans la Constitution l'IVG. Bon, c'est se moquer du monde, voilà. C'est-à-dire le droit à l'IVG. C'est ridicule, c'est pas les problèmes de la France, ils sont pas là. Non, moi, ce que je dis, c'est que tout ça, c'est l'histoire de 6e République. D'abord, moi, j'aimerais qu'on soit en 5e République. Or, on n'est plus en 5e République. C'est-à-dire que la 5e République, c'était un régime qui a sans doute ses défauts, mais qui avait quand même des qualités éminentes, parce que De Gaulle l'avait conçu après une longue réflexion sur l'histoire de France. De Gaulle avait compris qu'il faut que le chef de l'État soit un arbitre au-dessus des partis, c'est d'ailleurs dans l'article 5 de la Constitution, et que le chef de l'État soit disjoint de l'activité quotidienne qui est celle du chef du gouvernement. Il avait compris que les Français ont besoin d'un chef d'État qui soit un chef d'État solide et puissant, mais puissant et solide à condition qu'il défende le peuple français contre les féodaux de son époque ou les oligarchies de son époque. Voilà. Ce que souhaitent les Français comme chef d'État, c'est un chef d'État qui les défende par rapport aux féodaux. Du temps de Saint-Louis, il fallait les défendre contre le comte de Charolais. Du temps de Louis XI, contre le duc de Bourgogne. Du temps de Louis XIV, contre le Grand Condé ou le prince de Conti. Du temps de Charles de Gaulle, c'était déjà contre les grands partis politiques qui avaient mis la main sur la scène politique française, mais aussi contre déjà les grandes banques et les grandes oligarchies. À notre époque, ce que veulent les Français, c'est l'anti-Macron. Voilà. Macron, c'est exactement dans notre histoire nationale, c'est l'équivalent de Charles VI ou de Louis XV, c'est-à-dire quelqu'un qui joue le jeu des féodaux et de l'oligarchie. Les Français veulent exactement le contraire. Ils veulent quelqu'un qui soit là pour les défendre face à Goldman Sachs, face à JP Morgan, face à Natixis, face aux grands partis politiques, face aux grandes oligarchies. C'est ça que veulent les Français. Et de ce point de vue-là, eh bien, la 5e République fonctionnait très bien. Le problème que M. Mélenchon ne veut pas regarder comme la plupart des gens, c'est que si nos institutions ne fonctionnent plus, ça n'est pas, contrairement à ce que l'on dit, que M. Hollande ait trop de pouvoir, c'est qu'il n'en a plus du tout. C'est qu'en fait, c'est un pantin dans les mains de l'oligarchie. Tout est décidé à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort et à l'OTAN depuis Washington. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc on va se tourner vers nos auditeurs au standard, nombreux, donc 01 43 48 43 43. Un de vos credos, c'est de faire confiance à l'intelligence des Français. Oui. On va faire confiance à l'intelligence de nos auditeurs. On accueille tout de suite Saad de Toulouse. Bienvenue Saad. Merci beaucoup. Merci d'avoir patienté. Votre question. Merci. Alors bonsoir monsieur Asselineau. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour les 480 parrainages obtenus ce jour. Donc en tant qu'adhérent UPR Toulouse, très fier de l'être par ailleurs, je voulais juste vous poser une question. Vous savez que là vous allez passer sur un nouveau plan au niveau des médias, donc on va vous inviter beaucoup plus souvent. Et il y a une accusation qui est assez récurrente à propos de l'UPR, c'est celle d'être un parti dit d'extrême droite. Alors,
Et c'est d'ailleurs, je vous cache pas, il y a quelques heures dans les réseaux sociaux, une accusation qui m'a été rétorquée s'agissant de l'UPR. Donc j'ai dit que, étant moi-même pas du tout français de souche, j'avais dit qu'il en fallait beaucoup des gens d'extrême droite à l'UPR, qui soient de couleur noire, qui soient maghrébins, qui soient de différentes religions. Donc est-ce que vous êtes préparé à avoir ce type d'accusation? Est-ce que vous êtes préparé à vous défendre sérieusement, sans pour autant tomber dans le pathos, mais raisonnablement, aux différentes accusations qui vont vous être lancées? Oui, alors d'abord merci pour votre témoignage. Deuxièmement, effectivement, on a déjà eu ces accusations, mais nous allons répondre comme il convient. Nous avons maintenant d'abord l'UPR a été. En France, on n'est pas au milieu du désert. En France, il y a des institutions. Il y a notamment un organisme qui s'appelle le ministère de l'Intérieur et qui examine minutieusement le programme et les analyses des partis politiques et qui les classifie. Et donc nous avons été classés déjà à plusieurs reprises avant chaque élection en liste divers, c'est-à-dire classables ni à droite ni à gauche. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des officines, on les connaît très bien d'ailleurs, quelques petites officines qui ont phagocyté Wikipédia pour essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Voilà. Donc, on a effectivement des menaces récurrentes. C'est parce que, au motif de quoi d'ailleurs? Quels sont les arguments de ces gens-là? Au motif que j'ai travaillé il y a 15 ans auprès de M. Pasqua. D'abord, M. Pasqua, n'était pas d'extrême droite. Deuxièmement, M. Sarkozy ou M. Dupont-Aignan étaient beaucoup plus proches de M. Pasqua. On ne leur en parle jamais, d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est bien. Donc, et puis, M. Pasqua n'était pas quelqu'un d'extrême droite. C'était Jacques Chirac qui l'avait choisi comme ministre. Bon. Donc, ça, c'est un argument. Et puis, un deuxième argument, c'est que j'ai fait, il y a 4 ou 5 ans, une conférence, parce que j'ai été pris de court. On m'avait pas prévenu que je mettais les pieds, dans un bistrot qui était à Paris, et dont j'ai appris ensuite que le gérant était une des figures de l'extrême droite parisienne, qui s'appelait M. Serge Ayoub. Alors ça, j'ai fait à peu près 480 conférences en France. J'en ai fait dans tous les milieux, y compris devant l'association des Amis du Monde diplomatique, y compris devant le Parti pour un renouveau communiste en France à Lens, y compris dans un local de la CGT, dans de très nombreux endroits. Eh bien, sur les 480, on me sort une fois où j'ai été dans une brasserie. Voilà, c'était l'affaire Serge Ayoub. Voilà. Alors on me ressort ça constamment avec des gens qui disent que je suis un proche, etc. Bon. Écoutez, finalement, c'est un hommage du vice à la vertu, parce que s'ils disent ça, ça veut dire qu'ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Voilà. Et en fait, au fond, vous savez ce qu'ils font. Il y aura beaucoup de sophismes, vous l'imaginez bien. Bien sûr. De contresens, mais bien sûr, mais vous savez, nous ne sommes pas dépourvus de moyens. On va lancer d'ailleurs un appel. On va avoir, ça m'a déjà été proposé, parce que là, on m'a fait également récemment l'accusation d'être homophobe. Il y a une conseillère départementale qui a dit que j'étais un homophobe notoire. Eh bien, nous avons des adhérents. Nous avons des adhérents de gauche, même d'extrême gauche, enfin qui viennent de l'extrême gauche. On a des adhérents qui sont aussi. J'ai été approché par un adhérent extrêmement, qui est très gentiment m'a dit qu'il était là pour témoigner. Lui-même est homosexuel et membre d'une association LGBT. Eh bien, nous allons avoir une lettre qui va être publiée avec tous les adhérents, et notamment la majorité des adhérents de l'UPR maintenant viennent de la gauche. On a des gens qui ont été membres du Parti socialiste avec des responsabilités, du Parti communiste français. Puis tous les gens qui m'attaquent, eh ben, ils vont s'attaquer en fait aux dizaines de milliers de Français qui sont avec nous. Voilà. C'est la meilleure réponse qu'on pourra faire. En fait, vous savez pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ne veulent surtout pas parler du fond. Et je terminerai. Certains journalistes, ils ne savent pas quoi vous répondre. Voilà, exactement. Et moi, ce que je dis, et là j'attends qu'on m'attaque, c'est que actuellement, c'est le gouvernement actuel qui est un gouvernement d'extrême droite. Voilà, c'est un gouvernement. Je rappelle que l'UPR est le seul mouvement. L'UPR est le seul mouvement politique à s'être indigné que la France chaque année refuse de condamner la glorification des Waffen-SS à l'ONU. Puisque chaque année, au mois d'octobre, la Russie propose une résolution qui est votée de façon écrasante à l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner l'Estonie et la Lettonie qui font des manifestations de célébration des Waffen-SS, c'est-à-dire des hitlériens, et la France, par solidarité européenne, refuse de condamner cette commémoration des Waffen-SS. Je rappelle que le gouvernement français actuel soutient le gouvernement de Kiev qui a fait alliance avec Svoboda, qui est un parti néo-nazi. Je rappelle que le gouvernement actuel, nous en sommes maintenant
au 15e mois, peut-être 16e mois, d'état d'urgence. On n'a jamais vu ça sous la République. Je rappelle que le gouvernement actuel démolit les droits sociaux des Français. Je rappelle que le gouvernement actuel a muselé l'information. Donc moi je dis, et j'attends qu'on m'apporte la preuve du contraire, que vous savez, on ne critique bien que ses propres turpitudes, comme dit le proverbe. Ceux qui m'accusent d'être d'extrême droite, ce sont eux, les gens d'extrême droite. Ce sont eux qui ont un raisonnement macartiste. Ils refusent tout simplement d'entrer en débat avec moi. Et nous allons avoir... Mais vous savez, les Français sont pas bêtes. Hein. D'ailleurs, la preuve, regardez ce que vous me dites. Vous n'êtes pas bête. Voilà, vous êtes à l'UPR, vous avez tout compris. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à tout comprendre. Exactement. Et je renverrai les auditeurs qui nous écoutent à un article de Sophie Coignard sur Le Point, qui parle justement de ce que François Hollande se plaint de la montée de l'extrême droite, sans pour autant s'interroger sur les raisons et les causes qui ont produit à cette montée-là. Et je pense, pour en terminer, que l'UPR, c'est le meilleur remède actuel sur la scène politique française contre la montée du FN et contre les propos d'extrême droite. Donc au final, M. Asselineau, continuez sur le plan du sérieux, continuez sur le fond. Continuez cette campagne, malgré les attaques qui vous seront formulées à votre rencontre. Continuez à rester dans le sérieux. Je ne doute pas que l'intelligence des Français saura trancher en votre faveur. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de ce témoignage. J'en profite d'ailleurs pour dire que à l'UPR nous avons beaucoup de Français d'origine étrangère. Je crois que c'est votre cas. Beaucoup de Français d'origine immigrée, de tous les horizons, pas seulement d'origine maghrébine, mais on a aussi, ce qui est très rare en politique, des Français d'origine asiatique. Mais on a aussi des Français d'origine russe, polonaise, italienne. On a en fait de tout. Et je l'ai dit tout à l'heure et j'y reviens. Je crois qu'on exprime ce que la France est là de mieux. Je mets au défi les gens qui disent que nous sommes un mouvement d'extrême droite de trouver dans les 10 ans de production de vidéos, d'analyses, de textes, la moindre trace de quelque chose d'extrême droite. Tout au contraire, nous sommes un parti qui est fondé sur justement toutes les grandes valeurs républicaines et sur la volonté d'universalité de la France, qui doit être un pays ouvert sur le reste du monde et l'ensemble des civilisations. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci Saad pour votre intervention. Donc vous nous écoutez de Toulouse. Je suppose que vous nous écoutez sur radio-soleil.com au travers du réseau Internet. Merci beaucoup Saad. Merci à vous. À très bientôt. Voilà, donc on continue. On a Jérôme d'Alfortville. Bonsoir Jérôme. Jérôme, bonsoir. Qui nous appelle d'Alfortville, Val-de-Marne. Jérôme, Jérôme n'est plus là, mais il peut rappeler 01 43 48 43 43 et on accueille Laïla de Cormeilles. Bonsoir Laïla. Allô, oui, bonsoir. Bienvenue. Vous nous appelez de Cormeilles en Parisis dans le Val d'Oise, je suppose Oui, dans le Val d'Oise, dans le 95. Très bien, écoutez, votre question, François Asselineau vous écoute. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur François Asselineau. Bonsoir. Je suis adhérente UPR depuis décembre. Et tout d'abord, je vous félicite pour les 480 parrainages et je vous suis de très très près. Et c'est vrai que de toutes les manières, moi, je suis avec vous et je vous fais confiance parce que je pense tout ce qui se passe maintenant, vous êtes le seul vraiment qui pense aux citoyens, parce que tous les politiques, je pense qu'ils sont hors la plaque, parce que là, avec tout ce qui se passe et tout ça, personne ne pense aux citoyens. Donc, moi, c'est juste pour faire un témoignage. On est avec vous. Et voilà. Merci beaucoup, c'est très... Juste une question Laïla, je vous garde juste quelques secondes, si vous le permettez. Pourquoi vous avez adhéré à l'UPR plutôt qu'à d'autres partis ? Alors écoutez, moi c'est vrai, je ne connaissais pas l'UPR, c'est par le biais de mon collègue au travail qui regardait les vidéos et après là, je me suis intéressée en regardant les conférences et j'ai trouvé que c'était très instructif et voilà, c'est grâce à M. Asselineau que j'ai commencé à faire des recherches, à voir tout ce qu'il disait, est-ce que c'était fondé ou vrai et voilà, donc moi c'est pour ça que j'ai adhéré à l'UPR et surtout nous on a une équipe dans 95 qui est très très bien. Donc je remercie tout le monde. Quand on fait les affichages, on est comme une famille en fait. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu chez l'UPR, chez tous les adhérents.
Merci beaucoup Laïla pour votre témoignage et puis voilà, on en profite pour saluer nos auditeurs du Val d'Oise et puis les adhérents de l'UPR. Oui, j'en profite. Je connais bien notamment Léonard Diers, qui est notre représentant, qui est un ami et qui est très très efficace. Et effectivement, c'est très touchant ce que vient de dire cette adhérente, que je la remercie, je la salue, parce que il y a en fait vraiment un très bon état d'esprit, un état d'esprit familial et un état d'esprit. Je suis un peu excusez-moi de le souligner, mais c'est un petit peu celui de la résistance. Voilà, parce que vous savez, quand vous avez une communauté humaine qui est soudée sur des valeurs qui sont des valeurs nobles, où on dit la vérité. Moi, on ne fait jamais dans le populisme, on ne fait jamais dans l'invective. Nous, on est là, on explique. Moi, j'explique depuis 10 ans aux Français, voilà les traités européens, voilà les articles, voilà pourquoi il y a des délocalisations, voilà pourquoi on démolit l'agriculture, voilà pourquoi on est placé sous la tutelle de l'OTAN pour aller bombarder au Moyen-Orient, etc. Les gens, ils découvrent les traités, ils découvrent les articles. Et à partir de ce moment-là, nos adhérents sont très soudés par la volonté de redonner à la France ce qu'elle a été, sa grandeur, un pays libre, indépendant, souverain, qui n'a pas à être placé sous une tutelle étrangère. Et comme on est totalement blacklisté par les très grands médias du pays, et quand on n'est pas insulté, comme le disait notre correspondant précédent, quand on n'est pas insulté, ben, ça soude encore plus les adhérents, d'où effectivement cet esprit un petit peu de famille très, très sympathique. Merci Laïla, et bien sûr restez à l'écoute sur 88.6 en Ile-de-France. On continue notre tour de France et on accueille Sébastien de Bordeaux. Bienvenue Sébastien. Bonjour. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Voilà, je vous appelle de Bordeaux. Bon, moi je suis viticulteur à Bordeaux, à Sauternes. Je vous appelle parce que il y avait une question qui m'a toujours un petit peu traversé l'esprit. Vous dites souvent que les traités européens nous empêchent de mener une politique souveraine en France. Mais lorsqu'on a eu les attentats, vous savez, au Bataclan, à Nice, ça n'a pas empêché Monsieur Hollande de fermer les frontières. Donc ce que je voudrais savoir, c'est il y a quand même un certain degré de souveraineté lié, la France garde quand même un petit peu de souveraineté quant à la protection de ses frontières. Et ça, vous dites que par le respect des traités européens du TFUE et du TUE, eh bien, on n'a plus de cette souveraineté. Pourtant, Hollande l'a bien fait quand il y a eu les attentats. Alors, je vais répondre à votre question. D'abord, ne confondez pas les traités européens d'une part avec les accords de Schengen d'autre part sur la libre circulation des personnes. Donc, les accords de Schengen, il est prévu que l'on puisse suspendre les accords de Schengen. C'est ce qui avait été fait à ce moment-là. D'ailleurs, au passage, dans le programme que j'ai proposé et que je propose, je propose de sortir de l'Union européenne, mais j'ai laissé pendant la question de Schengen, j'estime que c'est aux Français de trancher ce qu'ils voudront faire sur les accords de Schengen. J'en profite pour rappeler qu'il y a des pays qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans Schengen. C'est par exemple le cas de l'Angleterre, du Royaume-Uni et de l'Irlande, alors qu'il y a des pays qui sont dans Schengen et qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme l'Islande et la Norvège. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons affaire de toute façon à une caste qui ne se gêne jamais pour piétiner les traités quand ça les arrange. Lorsque, par exemple, il y a eu la crise de l'euro à Chypre, eh bien, ils ont brutalement réintroduit pendant quelques semaines un contrôle sur les mouvements de capitaux, ce qui violait l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, c'était une espèce de coup de force. Cela étant, il peut y avoir des réactions comme ça à court terme face à un problème, un attentat, une crise financière aiguë, etc. Mais sur le long terme, il faut bien respecter les traités. Et puis j'ajoute que à chaque fois qu'il y a eu des violations des traités, elles ont été consenties par l'oligarchie, si vous voulez, qui pilote l'affaire. Oui. Ça n'a rien à voir avec ceux qui vous disent, ben voilà, on va être dans l'Union européenne, mais on va piétiner, on va pas respecter l'article 63, l'article 38, l'article 39, l'article 42, comme ça sur long terme. Ça ne marche pas, parce que là, il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui sera là pour intervenir et qui nous condamnera. D'accord. Bon, mais très bien. Écoutez, je vous remercie et puis je continue à vous encourager du mieux que je peux. J'ai adhéré à l'UPR il y a 4 jours. Donc, ah bon en fait, j'étais un ancien adhérent et puis j'avais pas eu le temps avec, vous savez, la vigne, ce que ça demande beaucoup de travail. Donc du coup, j'ai réadhéré il y a 4 jours et c'est je vous soutiens du fond du cœur et je viendrai vous voir
le 25 mars à Paris. Vous devriez venir avec peut-être des bouteilles de Sauterne, et puis parce qu'on aura une boutique, ça serait pas mal pour faire goûter et éventuellement vendre votre vin. Hein, pourquoi ? Il y a le salon des vignerons indépendants à Champéret pour les mêmes dates, mais j'apporterai les bouteilles, ça va. Bon bah voilà, le rendez-vous est prêt avec François Asselineau. Surtout du Sauterne. En plus. Merci Sébastien. Et restez à l'écoute sur radio-soleil.com. Merci, au revoir. Une question avant de prendre le prochain auditeur, Armel ? Oui, bah justement, vous préconisez, c'est vrai, la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN. Aux yeux des économistes ou des médias ou de certains médias, ça ressemble à un gros mot quasiment. On dirait que c'est impossible de s'écarter de la doxa, comme on dit. On avait prédit la chute immédiate du Royaume-Uni juste après l'annonce du Brexit. Il semble pas que ça ait eu lieu, je ne sais pas. Qu'en serait-il, puisque vous parlez du Frexit, si je ne me trompe, donc l'équivalent pour la France, qu'en serait-il ? Est-ce que ce serait la ruine qu'on nous annonce ? Quelle est votre position par rapport à ça ? Alors d'abord, je vous remercie de rappeler que je suis le candidat du Frexit. Parce que parmi les candidats qu'on va avoir et qui apparaissent là dans le Conseil constitutionnel, je suis le seul candidat qui propose, si je suis élu et que je m'installe à l'Élysée, le lendemain même, ou le jour même, on verra, de ma prise de fonction, je convoquerai un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour dire, voilà, la France, en m'élisant, a décidé de sortir de l'Union européenne et nous mettons donc en œuvre à partir de ce jour l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir. C'est d'ailleurs ce que les Britanniques vont faire dans quelques semaines. J'en profite au passage pour dire que moi, il n'y aura pas de référendum pour savoir si les Français sont d'accord pour que je mette en œuvre la politique pour laquelle ils viendront de m'élire. Hein. Parce que les référendums sur les référendums sur les référendums, donc je rappelle que Madame Le Pen d'un côté et Monsieur Mélenchon de l'autre ne proposent absolument pas de sortir de l'Union européenne, ils proposent de renégocier les traités. Mais ils cultivent constamment l'ambiguïté parce qu'ils essaient d'avoir... vous savez, c'est assez dégueulasse ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils essayent d'enfumer les gens pour avoir des gens qui ne sont pas d'accord et qui votent pour eux. D'ailleurs, la meilleure façon de comprendre que Mme Le Pen ou que M. Mélenchon enfument la population, c'est que demandez à des gens qui s'apprêtent à voter pour Mme Le Pen ou pour M. Mélenchon, demandez ce qu'ils veulent faire sur l'Europe, vous aurez autant de réponses que d'électeurs. Ça veut dire que chacun a compris d'une façon différente leur programme. Nous, à l'UPR, personne ne comprend autrement, puisque ça fait 10 ans que je dis toujours la même chose, et c'est clair et net. Nous, on veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et on le fera par les voies juridiques normales, l'article 50. Alors, maintenant, vous m'interrogez sur les prophéties d'Apocalypse. C'est parfaitement répertorié. Moi, je n'ai pas peur. Je sais que c'est ça qui va y arriver. Il faut que tous les gens qui me font confiance le savent. Et voilà, nous, on n'a pas peur du croque-mitaine. Vous savez, pendant la campagne sur le Brexit au Royaume-Uni, vous en parliez à juste titre, les partisans du Brexit avaient appelé ça Project Fear, c'est-à-dire le seul projet des opposants à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'était la terreur. C'est-à-dire terrorisés par des prophéties plus apocalyptiques les unes que les autres. Eh bien, moi, je dis, l'apocalypse, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que tous les jours ouvrables, à peu près, il y a une usine qui ferme. C'est maintenant qu'il y a pratiquement un suicide d'agriculteurs par jour. C'est maintenant que chaque jour, il y a 1000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté en France. L'apocalypse, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant que tous les jours, on essaie de démolir les acquis sociaux pour lesquels s'étaient battus les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Moi, j'avais un grand-père quand j'étais petit, ça devait être en 64, 65, qui m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Est-ce qu'il y a beaucoup de grands-pères maintenant qui osent dire ça à leurs petits-enfants ? Non. Eh bien, moi, je suis là pour que les grands-pères ils puissent dire un jour de nouveau à leurs petits-enfants « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Alors maintenant, eh bien, les votes britanniques ne se sont pas laissés intimider. Ils ont voté pour le Brexit. Et puis, vous l'avez. D'ailleurs, plus personne n'en parle. Hein. Dans les grands médias, on cache le truc. Hier ou avant-hier, on apprenait. Non, c'était hier, je crois, que le taux de croissance industrielle au Royaume-Uni est le plus fort depuis 3 ans, depuis plus de 3 ans. C'est-à-dire que la croissance redémarre au Royaume-Uni. Alors certes, les gens vont me dire qu'ils ne sont pas encore sortis de l'Union européenne, c'est exact, mais tous les investisseurs internationaux ont intégré dans leurs calculs économiques, notamment au moment des investissements, le fait que le Royaume-Uni allait sortir. Donc en réalité, ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, c'est le plus cinglant des démentis par rapport aux prophètes d'Apocalypse. En fait, le Royaume-Uni est en train de se redresser.
Et encore, il souffrait moins que nous, puisqu'il n'a pas l'euro. Eh bien, nous n'allons pas nous laisser intimider. Moi, je dis, l'apocalypse, c'est maintenant. Le Frexit, c'est maintenant. C'est pas la Saint-Glinglin, comme le veut Mme Le Pen ou M. Mélenchon. Donc, concrètement, les traités, aucun pays ne pourra les renégocier. C'est-à-dire qu'en gros, on ne renégocie pas les traités. Si je peux résumer ainsi, l'Europe, on l'aime, on la quitte. Voilà, les traités, on peut toujours renégocier les traités. Mais à la marge. Mais le principe même, c'est que pour changer les traités, il faut avoir l'accord unanime des États qui le signent et le ratifient. Ça veut dire quoi, très précisément ? Ça veut dire que, s'agissant par exemple de modifier les traités européens, où il y a 28 États, il faut d'abord qu'il y ait 28 gouvernements qui entrent en négociation pour changer les traités. Donc il va falloir 28 États qui négocient, modifient les textes. Et donc il faudra 28 accords gouvernementaux. Ça, c'est le premier stade. Et ensuite, une fois, si jamais on tombait d'accord sur une nouvelle version, ensuite, les 28 traités doivent être ratifiés, comme on dit dans le droit des traités, par les peuples. Et donc ça se passe soit par un vote au Parlement, soit par des référendums dans les 28 États. Et donc il faut bien comprendre qu'il faut 56 accords unanimes sur le même texte à la virgule près. Alors est-ce que c'est possible ? Eh bien la preuve que non, ça n'est pas possible, parce que on peut avoir, d'ailleurs on n'en a même plus maintenant, on n'en a plus vraiment, mais c'est devenu quasiment impossible d'avoir des traités nouveaux. Les nouveaux traités, il y a eu quelques traités nouveaux, on a eu le traité d'Amsterdam, on a eu le traité de Nice, on a eu le traité de la Constitution européenne qui a été rejetée justement, et le traité de Lisbonne. Mais les européistes maintenant ont compris qu'ils ne peuvent plus rien modifier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens, les responsables politiques, ou plus exactement les irresponsables politiques, qui disent on va modifier les traités, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Hamon, etc. Tout le monde veut modifier les traités. Le problème, c'est qu'ils oublient de dire une chose. Pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ? Et moi, je dis ici aux gens qui m'écoutent, face à des bonimenteurs qui vous disent « Je ne veux pas de cette Europe-là, j'en veux une autre, il faut changer d'Europe », répondez à ces bonimenteurs, mais avant monsieur, madame, avant de nous expliquer ça, expliquez-nous pourquoi l'Europe, elle est comme elle est. Si l'Europe, elle est comme elle est, ça n'est pas par inadvertance. Si l'Europe, elle est comme elle est, c'est parce que depuis 60 ans, il y a eu 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 États, avec des intérêts nationaux opposés, légitimement différents, ce n'est pas le problème, qui se sont confrontés pour essayer, vaille que vaille, de trouver un traité pour tout le monde. C'est exactement comme si vous deviez avoir un vêtement taille unique pour toute la population. Donc évidemment, tout le monde s'est battu, ce sont des déchirements, enfin vous savez très bien, quiconque s'intéresse aux questions européennes depuis des années, sait très bien qu'on est allé, crise à Luxembourg, nouveau marathon à Bruxelles, sommet de la dernière chance à Édimbourg, etc. C'est-à-dire que ce sont des cris, des problèmes constamment de pays qui s'opposent parce que leurs intérêts nationaux s'opposent, et puis au bout du compte, on a eu des traités qui sont une espèce de château de cartes où tout le monde est tombé d'accord là-dessus. Et ce que nous disent maintenant les Français qui voudraient renégocier les traités, ils disent on va changer les 60 ans de négociation qui a eu lieu, les 60 ans de crise, on va avoir des traités maintenant qui vont servir les intérêts français. Mais vous croyez que les pays de l'Est, par exemple, ou que l'Allemagne, vont d'un seul coup dire effectivement, on va tous céder pour vous faire plaisir ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, écoutez, la directive des travailleurs détachés, par exemple. La directive des travailleurs détachés, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut employer en France, sur des chantiers de travaux publics, par exemple, des travailleurs, des ouvriers polonais ou roumains qui vont être payés au SMIC en France, mais avec les charges sociales de la Roumanie ou de la Pologne. Bon. La France, l'Allemagne se rendent compte que c'est du délire d'avoir autorisé ça, parce que ce sont des centaines de milliers de travailleurs maintenant qui viennent des pays de l'Est et qui cassent le travail et qui pénalisent. Alors la France et l'Allemagne veulent revenir en arrière, mais bien entendu que les pays de l'Est ne seront pas d'accord. C'est pareil pour tous les jeux. Par exemple, l'OTAN. L'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN, donc des États-Unis. Donc il y a des gens qui disent on n'a qu'à supprimer l'article 42. Oui, mais aussitôt, vous aurez la Pologne, les pays de l'Est qui, eux, veulent la protection de l'OTAN face à la Russie, qui diront non. Donc en fait, on est dans une situation de blocage tous azimuts et d'impasse. Très bien, on va accueillir tout de suite Sylviane de Brest. Bonsoir Sylviane. Bonsoir. Merci d'avoir patienté. François Asselineau vous écoute. Alors bonsoir à vous, déjà Radio Soleil, de recevoir François Asselineau. Je vous félicite pour votre sens de la démocratie et le sens de votre métier. Monsieur Asselineau, bravo. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous sommes heureux de pouvoir vous voir arriver dans cette sélection. Vraiment, ça nous submerge.
Je voulais vous témoigner de comment ça se passe dans les familles. Il y a 3 ans, mon fils avait adhéré à votre parti. Il n'en avait pas trop parlé. Et puis finalement, il s'est mis à m'en parler. J'ai adhéré par la suite, l'année dernière, au mois de juin. Et maintenant, dans la famille, nous étions 4, nous sommes 4 adhérents. Et les alliés, les beaux-parents, les gendres, ils sont convaincus. Ils vont adhérer, ou au moins, ils vont voter pour vous. Voilà. Et donc ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement le nombre d'adhérents qui va compter. C'est autour, il y a tout un travail qui est fait par les adhérents et qui fonctionne. Donc je suis ravie de vous dire que vous avez, pour 4 adhérents, vous aurez peut-être 8 sympathisants qui vont voter pour vous. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie aussi de tout le travail effectué. Moi, je vais vous dire, quand on adhère à l'UPR, c'est comme si on obtenait tout d'un coup un bac+5 en géopolitique européenne, quoi. Donc vous avez adhéré à l'UPR pour les conférences de François Asselineau. Écoutez, merci pour ce témoignage qui me fait très très plaisir, qui me va droit au cœur, non seulement à moi, mais tous les adhérents, les militants qui se décarcassent. Vous avez raison, puisqu'on est blacklisté dans les médias, en fait, notre mouvement s'est développé un petit peu comme les chrétiens des catacombes des premiers temps, c'est-à-dire par le bouche à oreille et heureusement grâce à Internet. Ce qui fait que je pense vraiment que nous allons créer la surprise, parce que moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent maintenant, et des gens qui pensaient qu'on n'aurait jamais les parrainages, qui pensaient que... Et puis, voilà, on y parvient parce que c'est comme d'habitude, si on a la vérité et la ténacité, l'opiniâtreté et le travail, eh bien, on y parvient. Puisque là, vous savez, j'aime bien les proverbes chinois. Il y a un joli proverbe chinois. Moi, j'adore les proverbes. Il y a un beau proverbe chinois qui dit « Le ciel ne se montre jamais ingrat avec celui qui se donne du mal. » Voilà. On s'est donné du mal. Moi, je me donne du mal depuis 10 ans. On commence à avoir maintenant un retour et on commence à avoir des résultats. J'étais avec vous à la conférence à Brest et on a mangé dans ce petit resto. Vous vous en souviendrez sûrement. Vous avez de bonne mémoire. Oui. Et bien depuis, je vais vous dire, chaque fois qu'on parle avec moi, je parle beaucoup avec les commerçants et je saisis la moindre occasion de parler de vous. Merci beaucoup. Vous savez quel est le premier argument qui fonctionne? Est-ce que vous connaissez François Asselineau de l'UPR, qui se présente au présidentiel? Les gens, ils disent non, c'est qui? Je leur dis, mais vous ne trouvez pas ça incroyable de ne pas le connaître? Et j'explique pourquoi et comment et votre politique, donc votre projet politique. Et bien, je vous assure, ça les interpelle tous. Donc finalement, ce blacklistage que vous avez subi, ça nous sert. J'en suis convaincu. Je suis convaincu que dans la situation de dégradation qui est la nôtre, le fait d'être ouvertement censuré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une censure par les grands médias, finit maintenant par nous servir. C'est quasiment un gage de qualité et d'honnêteté. Donc là, je ne veux pas traîner parce que vous avez sûrement d'autres interlocuteurs. Et puis, ça va être le moment de la coupure publicitaire. Juste rajouter quelque chose. Oui. Moi, je voudrais que, si vous pouvez, même si c'est accessoire par rapport à la sortie de l'euro, de l'UE et de l'OTAN, j'aimerais bien avoir un peu de programme écolo, parce que je suis écolo. Et aussi, j'aimerais voir quelque chose qui facilite l'installation des jeunes entrepreneurs. Que ce soit plus aussi compliqué de s'installer en France, alors que dans d'autres pays comme l'Angleterre, c'est beaucoup plus simple, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire comme bémol sur ce qui va concerner l'après-sortie de l'UE. Merci beaucoup. Juste un mot, alors rapidement. Simplement, effectivement, je ne vous censure pas, c'est la coupure publicitaire, François Asselineau. Sylviane a raison. Pour l'instant, le programme n'a pas encore été. On a renvoyé au programme que j'avais présenté il y a 5 ans, mais le programme, je vais le présenter dans une nouvelle version. Je le présenterai mardi prochain, mardi 14, donc dans une semaine. Je vais le présenter en région parisienne, à Saint-Denis, au Doc Pullman. C'est au 50 avenue du Président Wilson à Saint-Denis. L'ouverture est à 18h. Donc ça sera la présentation du programme, à la fois présidentiel et législatif, que je présenterai, je rappelle, donc au Doc Pullman. C'est évidemment, l'entrée est gratuite, au 50 avenue du Président Wilson à Saint-Denis. On attendait de voir où on en était pour les parrainages avant d'annoncer ça. Maintenant, et alors ceci est 10 juin de la grande fête que par ailleurs on va avoir
le 25 mars pour les 10 ans, mais j'en reparlerai tout à l'heure, certainement. D'accord. Moi, le 25 mars, j'y suis. Hein. Ah, merci. Voilà, ça fait déjà une personne. Oui, mais il y a déjà, je crois, plus de 2600 personnes inscrites. Hein. Oui, mais je ne suis pas encore inscrite, donc vous pouvez me rajouter. Alors, 2601. Merci beaucoup, Sylviane, qui nous appelle de Brest. Et bonjour aux Bretons. Bonne soirée et bravo, monsieur Asselineau, et merci encore. Merci beaucoup, Sylviane. Voilà, il est 19h01, c'est le moment de la coupure publicitaire. Donc je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent réagir au 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43, sans censure et sans filet. Donc on va marquer la coupure publicitaire. On vous retrouve tout de suite après en compagnie de François Asselineau et d'Armel Freinet. À tout de suite. Allez, de retour dans Soleil Politique, on est en direct et ensemble jusqu'à 19h30 en compagnie de François Asselineau, président de l'UPR, donc pour la dernière partie de l'émission, mais une première heure déjà assez riche au travers des interventions de François Asselineau et d'Armel Freinet qui interroge bien évidemment notre invité d'honneur. Et puis des questions des auditeurs. Donc je rappelle le standard 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43. Et la nouvelle du jour, c'est les 480 parrainages officiels pour la présidentielle de 2017. Voilà. N'est-ce pas, François Asselineau ? Voilà, le Conseil constitutionnel a validé 480 parrainages. Et puis on doit avoir quelque chose, on est en train de faire le compte exact, mais quelque chose comme 60 ou 70 départements, parce qu'il faut aussi avoir au moins 30 départements. Donc il ne reste plus que 20 parrainages à obtenir. Il faut les avoir, hein. Il ne faut pas que les gens qui m'écoutent baissent les bras. Il faut qu'on continue à poursuivre, et notamment qu'on aille bien voir les maires qui avaient fait des promesses de parrainage pour leur rappeler qu'il faut bien qu'ils envoient le parrainage. Mais disons que c'est quand même effectivement bien parti, et ça veut dire au passage que selon maintenant toute probabilité, je vais pouvoir être candidat, ce qui, à mon avis, est une grosse surprise pour beaucoup d'observateurs dans les grands médias, et une mauvaise surprise notamment pour un certain nombre d'entre eux, puisqu'il y a encore quelques temps, sur une très grande radio française, les gens s'esclaffaient en disant que j'aurais jamais mes parrainages. Voilà. Mais en réalité, les Français, et en plus de ça, quand on sait le nombre de maires de petits villages qui m'ont dit ou qui nous ont dit « je parrainerais bien, je vais voter pour lui, mais je ne peux pas, j'ai peur », eh bien ça veut dire qu'en fait, on devrait avoir beaucoup plus de parrainages encore que ça. Alors c'est vrai que le chemin parcouru par rapport à 2012 est énorme, puisque vous aviez très peu de parrainage en 2012. Oui, mais en 2012, nous étions un petit mouvement. À l'époque, il y avait 700 adhérents. Et d'ailleurs, moi, je n'avais pas vraiment voulu être candidat, mais simplement, il y avait autour de moi des personnes qui avaient dit ici, il faut essayer d'y aller, etc. Et on avait eu 17 parrainages, mais on était encore embryonnaire, on était très peu connus, et puis surtout, le message passait beaucoup moins bien. Parce que depuis 2012, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé la crise de l'euro en Grèce, la crise de l'euro à Chypre, les bruits de bottes avec la Russie, le risque de guerre mondiale avec le Moyen-Orient, l'effondrement de la Grèce, l'effondrement de la pauvreté qui gagne sans arrêt, et puis le vote du Brexit, et puis l'élection de Donald Trump, qui a un impact très important. C'est qu'avec l'élection de Donald Trump, je ne suis pas là pour défendre Donald Trump, il dit des choses qui sont bien et d'autres qui ne sont pas bien, à mon goût en tout cas. Mais l'élection de Donald Trump a montré qu'un peuple peut envoyer balader tous les faux instituts de sondage et tous les médias. Et je pense que c'est également ce qu'ont montré les Britanniques avec le Brexit. Je suis convaincu que les Français, comme on dit, vous savez vulgairement, ils réservent un chien de leur chienne. Vous allez voir ce qui va se passer le 23 avril, et vous allez voir le score que je vais faire le 23 avril. On va accueillir tout de suite Johan de Paris. Bienvenue Johan. Ah écoutez, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir patienté. Je sais que vous avez patienté déjà depuis un petit moment, mais voilà, François Asselineau a du succès. Et d'ailleurs, on a demandé pour la dernière partie d'être des questions brèves, des réponses brèves. Alors, on vous écoute, Johan. Écoutez, moi, je voudrais juste apporter mon témoignage, parce que figurez-vous que c'est mon premier contact politique, dirons-nous. Moi, j'ai 34 ans, j'ai grandi en banlieue parisienne, et j'ai été désespéré depuis toujours de la politique que j'avais sous les yeux. Et par ces magouilles à n'en plus finir, et le sujet est vaste. Et c'est vrai que malheureusement j'ai découvert François Asselineau très tardivement, il y a 2 mois. Et malheureusement j'ai même pas eu le temps de prendre ma carte d'électeur, parce que le temps de me renseigner c'était déjà trop tard. Donc
je parle peut-être pour beaucoup de jeunes qui ont mon âge que je connais, qui voilà étaient comme moi désespérés par la politique. Et voilà, la découverte de François Asselineau, ça a été une révélation pour moi. Je tiens à le féliciter parce que c'est quelqu'un de brillant et de passionné qui m'a redonné goût à la politique, qui m'a fait découvrir énormément de choses sur l'histoire, sur l'Europe, parce que l'essayer, c'est l'adopter. Je l'ai écouté à n'en plus finir depuis des mois, ces conférences, ces cours d'histoire, etc. sur Internet. Et vraiment, c'est quelqu'un de brillant. Et alors, pour en venir à la question, s'il vous plaît, au-delà de ça, voilà, moi je suis écœuré des manipulations médiatiques. Et je voudrais savoir, si jamais vous étiez président demain, ce que j'espère, François Asselineau, qu'est-ce que vous proposeriez pour lutter justement contre cette désinformation et ces manipulations médiatiques ? Alors là, je vais vous renvoyer au programme que j'avais d'ailleurs déjà présenté voici 5 ans, que je représenterai. Il faut faire la différence entre les propriétaires des grands médias et les journalistes. Moi, je connais un certain nombre de journalistes qui, dans le secret comme ça, quand on les voit en tête-à-tête, trouvent que ce que je dis est très intéressant. On a même d'ailleurs des journalistes retraités qui ont adhéré à l'UPR. Il faut voir que ce n'est pas toujours facile pour les journalistes d'avoir le métier qu'ils ont, parce qu'ils sont souvent contraints par leur rédaction en chef d'avoir une ligne. Alors moi, ce que j'ai proposé, c'est que on essaiera de soustraire le maximum de médias à l'influence des féodalités économiques et financières. Vous savez, c'était dans le programme du Conseil national de la résistance de 1944. On essaiera d'avoir, on bâtira un projet beaucoup plus protecteur des journalistes pour qu'ils exercent leur métier. Et puis je crois qu'il faut aussi qu'il y ait la capacité de pouvoir attaquer en diffamation ou pour injure publique plus facilement, parce que je vois par exemple que nous quand on se fait traîner dans la boue, en fait, les solutions juridiques sont pas évidentes. Mais fondamentalement, il faut qu'il y ait comment dirais-je, par exemple, que les médias publient très régulièrement quelles sont leurs sources de financement. Voilà. Je précise aussi que j'ai prévu dans le programme la déprivatisation de TF1. TF1, la première chaîne de télévision française, TF1, la première chaîne de télévision française, qui a un rôle essentiel dans la formation de l'opinion publique en France, a été privatisée en 86, vendue au groupe Bouygues, avec prétendu un cahier des charges culturelles. Et puis en réalité, le cahier des charges culturelles n'a jamais eu lieu. Voilà. En fait, alors nous, j'ai prévu la renationalisation pour que TF1 fasse son métier, c'est-à-dire de l'éducation populaire, dans le bon sens du terme. Ouvre l'esprit des Français sur l'ensemble des civilisations, que le TF1 soit utilisé aussi pour avoir des forums politiques. Je trouve que par exemple, il devrait y avoir au moins une fois par... Avec des journalistes d'information de la chaîne aussi, pour une information indépendante. Moi, je pense qu'il faut... Écoutez, moi, je connais bien Étienne Chouard. Et Étienne Chouard, on a eu déjà des débats pour qu'il fasse le tirage au sort sur... J'étais pas d'accord avec le tirage au sort pour les députés. Je pense que ça ne pourrait pas marcher pour toute une série de raisons politiques et techniques. En revanche, moi, je pense qu'on peut utiliser les techniques... grâce à vous, j'ai découvert Étienne Chouard aussi. Je pense qu'on peut avoir des techniques modernes, par exemple, de consultation de ce que souhaitent les téléspectateurs, par exemple. Est-ce que les téléspectateurs veulent écouter pour la 2513e fois Monsieur Jacques Attali venir encore une fois bazarder ses inepties ou ses manipulations ou pas? Et moi je pense qu'il faudra que la grande chaîne de télévision libérée, parce que c'est une libération dont il s'agit, que TF1 libérée ouvre son antenne à toutes les personnes qui payent la redevance. C'est pareil pour France Inter. Quand je vois, je le disais tout à l'heure, que Patrick Cohen, ça méprise, alors que nous avons 190 000 électeurs en 2015, qu'il n'a constamment refusé de nous inviter. Mais qui est ce monsieur pour censurer? Donc nous aurons tout simplement une libération des antennes publiques. En plus, c'était déplorable à le voir tout à l'heure. C'était scandaleux. Mais écoutez, moi j'espère en tout cas vraiment de tout cœur que vous êtes... Enfin, ce qui est scandaleux... Mais Johan, je suis obligé de vous interrompre. Je suis vraiment désolé parce qu'on a aussi Caroline qui nous appelle de Suisse, Yann qui nous appelle de la Sarthe, ils attendent depuis un petit moment. De tout cœur, je suis avec vous et j'essaye de parler de vous à toutes les personnes que je rencontre. Je rencontre beaucoup de gens tous les jours et comme disait l'autre auditrice, les gens connaissent pas, mais rapidement on peut les faire découvrir et rapidement ils adhèrent aussi parce que vous êtes vraiment un sauveur
jean du général. Merci beaucoup, Johan. Et restez à l'écoute. Vous nous écoutez sur 88.6 à Paris. Voilà, on accueille tout de suite Caroline. Caroline, bienvenue. Oui, bonjour. Merci, Caroline, d'avoir patienté. D'autant plus que vous patientez et vous nous appelez de la Suisse. Exactement. Donc c'est notre premier appel de l'étranger. Alors, François Asselineau vous écoute. Oui, donc en fait, avec mon mari, nous sommes partis à peu près il y a 4 ans, puis nous sommes adhérents depuis décembre. On suit les conférences donc, de M. Asselineau depuis pas mal d'années maintenant. Et c'est vrai que nous, on est partis, moi je suis infirmière, et puis mon mari, il est un ancien militaire, donc surtout par rapport à un ras-le-bol, par rapport à beaucoup de professions, je pense, dans le milieu médical, les pompiers, je pense beaucoup à la police en ce moment par rapport à ce qu'on voit. Et donc nous, c'est vrai qu'on est parti par rapport aux conditions dans lesquelles on travaillait, qui sont vraiment très difficiles, en tout cas au niveau secteur aussi infirmier, aide-soignant, tout le médical qui est en souffrance. Et c'est vrai que en Suisse, on a des meilleures conditions. On a vraiment vous êtes bien entendu citoyenne française, hein, c'est bien ça? Oui, je suis française. Voilà, mais vous nous appelez de la Suisse, d'accord. C'était une petite précision. Exactement, oui. oui, tout à fait. Et donc c'est vrai que depuis, on a meilleur aussi, avec on va dire à peu près le même travail, on a une meilleure, on gagne mieux notre vie aussi, faut dire ce qui est. Alors qu'en France, les salaires sont quand même tirés à la baisse aussi. Et puis je voulais parler par rapport au secteur surtout santé, aussi tout ce qui est en lien avec, alors c'est plus du programme législatif, je sais, mais tout ce qui est les problèmes avec la vaccination, parce qu'il y a aussi beaucoup de matraquage par rapport à ça, tout ce qui est aussi les lobbies, que ce soit alimentaire, pharmaceutique, et où on mange mal, de plus en plus mal, et justement revenir par rapport aux agriculteurs à quelque chose de beaucoup plus bio, mieux manger. Et ça, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile, et on est de plus en plus surmédicalisé avec justement toutes les industries pharmaceutiques. Et justement, on voulait savoir un petit peu par rapport à ça, alors c'est plus du point législatif, mais justement s'il allait avoir des choses de fait, pour augmenter aussi les effectifs dans les hôpitaux, dans la police, les militaires qui souffrent aussi beaucoup par manque de moyens aussi. Donc alors justement, est-ce qu'à l'inverse de François Fillon, est-ce que vous avez prévu ou de maintenir des effectifs de la fonction publique ou de les diminuer, François Asselineau? Alors, d'abord, permettez-moi de vous dire que des gens comme Fillon, comme Macron, ils vous expliquent qu'ils vont supprimer 500 000 fonctionnaires, 120 000 fonctionnaires, et puis après, quand ils vont voir des publics, par exemple, c'est M. Macron, il a dit « je vais supprimer 120 000 fonctionnaires », puis après il rencontre des gens du personnel de la santé, il dit « je vais embaucher 15 000 personnes ». Après ça, il voit en matière de sécurité, il dit « je vais embaucher 12 000 policiers supplémentaires ». En fait, ce sont des bonimenteurs, ils mentent comme ils respirent. Donc, moi, ce que je pense, c'est que il faut, en l'espèce, moi je suis pas le Père Noël, donc il faut être raisonnable. Moi, ce que je vais présenter dans mon programme, c'est d'abord tout un programme de réduction de dépenses. On peut faire des économies considérables en France, mais à partir du moment où on touche au dogme, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne, 9 milliards d'économies immédiatement. 4,5 milliards d'euros d'économies avec les cofinancements auxquels on échappera. Des dizaines de milliards d'euros d'économies, pas en cash, mais en allègement de charges, de réglementation sur les entreprises. Je repensais tout à l'heure à Sylviane de Brest. Je propose aussi de supprimer 248 sénateurs, 77 députés, les 74 députés européens, les 1757 postes de conseillers régionaux et les 2045 postes en double de conseillers départementaux. Je propose également de revenir pour les régions à ce qu'elles étaient au temps de Georges Pompidou, c'est-à-dire de simples établissements publics régionaux, des petites structures administratives. Là, il y a des milliards d'euros à économiser. Donc moi, dans la colonne des recettes, il y a déjà tous les milliards d'euros qu'on va économiser. J'y ajoute également la sortie de l'Union européenne, donc on réintroduit le contrôle des mouvements de capitaux. Ça va permettre enfin de lutter efficacement contre la fraude fiscale. La fraude fiscale, elle est notamment organisée par les très grandes entreprises. Elle est estimée à 60 milliards d'euros. Je pense qu'on peut récupérer assez facilement 20 à 30 milliards d'euros. Donc moi, dans la colonne des recettes, il y a énormément de choses avec des économies mais vous voyez bien qu'il faut s'attaquer à ce à quoi aucun des autres ne s'attaque, c'est-à-dire tous ces gens qui vivent sur la bête, l'Europe, les postes de superflus de sénateurs, de conseillers départementaux et autres, et puis également la fraude fiscale. J'ajoute que sortant de l'Union européenne,
avec un franc qu'on réintroduira, qui se dépréciera peut-être de l'ordre d'une dizaine de %. C'est souhaitable pour faire ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, c'est-à-dire la livre sterling s'est dépréciée de 10%, il y a une formidable croissance supplémentaire. Ça veut dire qu'il y aura également des rentrées fiscales beaucoup plus importantes. Donc tout ça, c'est dans la colonne des recettes. Et puis dans la colonne des dépenses, moi, il s'agit de mettre un terme immédiat effectivement aux hémorragies d'effectifs dans la fonction publique. Il s'agit en effet, parce que c'est indigne ce qui se passe dans toute une série de domaines, dans le milieu de la défense nationale, on est tombé de 3% du PIB pour la défense, pour les dépenses du ministère de la Défense en 80 à 1,5%. Je prévois de remonter à 3% à la fin du quinquennat. Je prévois effectivement de remettre l'argent nécessaire dans l'éducation, dans la santé et dans la police et la sécurité. Et vous savez que l'un dans l'autre, tout ceci s'équilibrera. Je voudrais dire aussi autre chose qui est très important. C'est que l'économie, c'est une chose, mais la politique, la vie, c'est autre chose. La vie, c'est... Regardez ce qui se passe avec l'UPR. Nous, on a très peu d'argent. Nous, on ne fait pas d'emprunt. Monsieur Mélenchon, il va emprunter 8 millions d'euros à des banques. Madame Le Pen, elle va emprunter je ne sais pas combien de millions. Les autres, ils ont des dizaines de millions d'euros à des banques. Nous, on n'emprunte pas d'argent aux banques parce que nous, on veut être libre, indépendant. Moi, l'argent, il ne vient que du peuple français. Eh bien, malgré ça, on fait une percée et vous allez voir ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'il y a une chose dans la vie qui est très importante, c'est être en harmonie avec soi-même, être en accord avec soi-même. À partir du moment où les Français seront sortis de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui vont renouer avec la grandeur de leur histoire, qui vont renouer avec les grands moments de l'histoire de France, qui vont être fiers. S'ils m'élisent, je pense qu'ils seront fiers de leur chef d'État. C'est-à-dire, moi, je ne serai pas quelqu'un qui, à 15h30, mettra un casque et prendre une mobilette pour aller voir sa maîtresse. Moi, je serai quelqu'un qui incarnera, je l'espère, avec la plus grande dignité, la fonction présidentielle. Les Français, d'un seul coup, découvriront que la France est un grand pays pour lequel ils ont envie de se battre, et vous allez voir ce qui va se passer. C'est que d'un seul coup, il y a toute une série de dysfonctionnements, par exemple comment dirais-je, la criminalité, par exemple le je m'en foutisme, etc. D'un seul coup, le peuple français va reprendre confiance dans son propre avenir, et c'est ça l'essentiel. Caroline, oui, tout à fait. François Asselineau, président de la République, vous revenez en France ? C'est vrai que voilà, on est un petit peu partout parce qu'on trouvait que c'était vraiment difficile par rapport à ça. Puis je vois par rapport même, moi j'ai pu ouvrir mon cabinet privé ici en Suisse, je l'aurais jamais tenté en France parce que c'est tellement difficile. La dame en a parlé tout à l'heure pour les entrepreneurs, jamais j'aurais pensé à faire ça. Et c'est vrai que oui, assouplir, je pense, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent vivre, ne serait-ce que des agriculteurs sans être forcément une grande exploitation, et il y a beaucoup d'agriculteurs... Pour redonner de l'enthousiasme. Ah oui, carrément, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et puis oui, les Français sont très... ils innovent, ils sont très... entrepreneurs, donc c'est vrai que je pense que c'est important aussi par rapport à ce côté-là, et voilà, et en tout cas, je tenais vraiment... il reste plus que 20 parrainages à acquérir, donc on est vraiment heureux, et puis on espère que ça va jouer, et puis... Voilà, on pense très fort aux Français, même si on est pas très loin, mais voilà, même si on est en Suisse, et puis voilà. Eh ben, merci beaucoup, Caroline, et puis bonjour aux auditeurs qui nous écoutent sur radio-soleil.com du côté de la Suisse. Merci beaucoup, Caroline. On va accueillir le dernier auditeur, Yann de la Sarthe. Bienvenue, Yann. Oui, merci d'avoir patienté. François Asselineau vous écoute. De me faire passer à l'antenne. Donc je tiens à m'excuser d'être un peu nerveux parce que j'ai conscience de parler au potentiel futur président de la France. Je voulais apporter un témoignage en tant d'adhérent de l'UPR pour dire que j'ai rencontré très brièvement M. Asselineau en Sarthe et j'ai été très surpris par sa proximité avec les gens. Il a tenu à me faire la bise, une très belle bise dans ma vie. François, vous nous dites que François Asselineau s'est rendu dans le fief de François Fillon ? Exactement. Quelle audace. Quelle audace. Et c'était vraiment une conférence qui a duré plus de 5 heures. Et une merveilleuse conférence, comme d'habitude. Et je voulais apporter mon témoignage et justement parler de l'émotion que procurait M. Asselineau aux gens. Et que moi, j'ai découvert M. Asselineau sur Internet à l'étranger. Et à la fin de sa conférence sur l'histoire de France, j'ai versé une larme. Et depuis, c'était il y a 4-5 ans maintenant, à chaque vidéo, j'ai le cœur qui bat. Je clique frénétiquement sur Internet tous les jours pour attendre les vidéos de M. Asselineau et ses interventions.
Donc je voulais aussi apporter à la connaissance des auditeurs que M. Asselineau n'apporte pas seulement des connaissances et un projet pour la France, mais aussi des émotions. Et quand les auditeurs iront découvrir M. Asselineau, ceux qui ne l'ont pas encore découvert, verront qu'à côté des personnages comme M. Macron ou d'autres qui vous paraissent insipides, vous comprendrez pourquoi, puisque la politique a du sens et a du fond, et M. Asselineau vous le fait comprendre. J'aimerais passer à ma question. Si oui, rapidement Yann, parce qu'il nous reste 5 minutes pour laisser François Asselineau vous répondre, et je peux vous dire que ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Alors allez-y, votre question Yann. En tant qu'adhérent de l'UPR, je sais que c'est très, très compliqué d'expliquer le projet, puisqu'il faut aller dans les détails. Monsieur Asselineau le sait mieux que moi, et je voulais savoir comment il était préparé pour répondre calmement aux attaques sous la ceinture qu'il va subir tous les jours, incessamment sur tous les médias. Et vive la République, vive la France et vive M. Asselineau. Merci beaucoup Yann. Donc François Asselineau, je vous laisse répondre rapidement. J'ai une dernière question d'auditeur sur Facebook, parce que vous êtes diffusé sur Facebook, sur la page Facebook de Radio Soleil, donc en direct pour ceux qui veulent voir les images. Et puis il y a des questions d'auditeurs, donc il y en a une que j'ai sélectionnée, que je voudrais quand même vous poser. Allez-y, je vous laisse répondre à Yann. Écoutez, pour les attaques en dessous de la ceinture. Oui, les attaques en dessous de la ceinture, on en a parlé tout à l'heure, bien sûr. On va dire que je suis d'extrême droite, ultra-droite, conspirationniste, complotiste, etc., etc. Mais bon, si vous voulez, le problème c'est que les Français, de plus en plus, ils en ont ras-le-bol de ce genre de choses. D'ailleurs, à propos d'extrême droite, Monsieur Fillon, il est soutenu par Henri de Lesquen et par je ne sais plus qui aussi, par Monsieur Ploncard-Dassac. Donc, ce sont des gens d'extrême droite. Est-ce qu'on va dire que Monsieur Fillon est d'extrême droite ? Ben, j'attends ça. Nous, tout le monde sait très bien. Il suffit d'aller voir notre programme, d'aller voir les analyses. On est l'antithèse exacte de l'extrême droite. Voilà. Je voudrais dire quand même, parce que cet auditeur, il m'a touché, parce que je suis, moi aussi, je suis quelqu'un d'affectif et de sensible. Ce qu'il a dit sur moi est c'est très gênant, parce que j'en suis, c'est très touchant qu'il me dise ça. C'est vrai que je fais ça avec mon cœur, hein, comme on dit en japonais, kokoro kara, ça veut dire du fond du cœur. Je crois que c'est important effectivement que les Français ils sentent que les gens qui font de la politique, et il n'y a pas que moi, encore une fois, à l'UPR, ils le font avec leur tripes, avec leur cœur, qu'ils le font pour des bonnes raisons. Parce que, vous savez, encore un autre proverbe chinois que j'aime à citer, c'est un très beau proverbe qui dit « C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres ». C'est-à-dire, quand tout va bien, bon, il peut y avoir un peu des escrocs, des aigrefins dans la politique, etc. Mais lorsque les choses sont devenues extrêmement graves, lorsque un pays est en train de s'effondrer dans le chaos, c'est à ce moment-là que d'un seul coup, sorti du fond des profondeurs des peuples, il y a d'un seul coup une nouvelle génération. C'est ce qui s'est passé en 40, de 40 à 44. Et bien là, c'est ce qu'on fait avec l'UPR, c'est que d'un seul coup, c'est un grand mouvement de libération, de résistance, de libération nationale qui est en train de se créer, parce que des Français qui disent non, on ne va pas laisser tomber la France, on n'a pas le droit de laisser tomber la France. Allez, je garde quelques minutes pour notre page Facebook de Radio Soleil. Donc on a une question de Franck du Val-de-Marne. Alors, que comptez-vous proposer contre le chômage de masse dans votre programme, Monsieur Asselineau ? Il y a beaucoup de choses. En matière agricole, déjà, on sort de l'Union européenne, donc déjà, on supprime l'article 38 et 39. Ça va permettre d'arrêter l'hémorragie des agriculteurs. Ça veut dire qu'ils ne seront plus confrontés avec des productions contre lesquelles ils ne peuvent plus lutter, puisque, par exemple, je rappelle que dans la majorité des États de l'Union européenne, il n'y a pas de SMIC horaire dans l'agriculture, à commencer par l'Allemagne. Donc, on va rétablir des conditions normales de fonctionnement. J'en profite d'ailleurs pour dire aux agriculteurs qu'ils auront toujours les mêmes subventions, puisque nous donnons chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et qu'on récupère 14. Une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, on pourra toujours verser les fonds aux agriculteurs, mais cette fois-ci, ça viendra directement de chez nous. Et on économisera 9 milliards. En matière d'industrie, comme on sera sorti de l'Union européenne, on va mettre un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux, et donc on va enfin pouvoir mettre un terme aux délocalisations industrielles. C'est aussi simple que ça. J'ajoute que comme on sortira de l'euro et qu'on va recréer un nouveau franc, je l'ai dit tout à l'heure, ce franc nouveau se dépréciera, pas énormément, mais un petit peu, il faut à peu près de l'ordre de 10%. Ça va donner un formidable coup de fouet
à la croissance de nos exportations, ralentissement de nos importations. Je rappelle qu'il y avait une étude qui avait été faite par Jacques Sapir, publiée à la Fondation Res Publica, c'était il y a 3 ans, qui montrait que dans ce cas de figure, en rétablissant un contrôle des mouvements de capitaux et avec une baisse modérée de la monnaie, on pouvait se faire baisser le nombre de chômeurs de 1 à 2 millions de chômeurs de catégorie A en moins. Il n'y a pas d'autre solution de toute façon que celle que je dis. Toutes les autres solutions, ça sera des cautères sur des jambes de bois. La seule solution pour redonner de l'emploi aux Français, c'est de prendre les mesures que je propose. Très bien, j'en profite juste pour en profiter, du moins pour citer donc les remerciements sur notre page Facebook de Radio Soleil. Donc on a Jonas Delamante qui dit merci pour le live, parce que vous étiez diffusé en live ce soir. Très bien. Vous avez dû vous en rendre compte, je pense. Vous avez vu une petite caméra qui circulait. Donc Riabi Temoun, parce que vous avez des pseudos sur Internet, hein, donc des fois c'est pas toujours facile à prononcer. Merci pour la France. Et Rouliane Ross, vive l'UPR et bravo à François Asselineau d'être à quelques encablures de ses 500 parrainages. Petite en conclusion, Armel ? Oui, non, simplement une petite boutade, puisque vous parliez de cours dessous la ceinture. Vous parliez tout à l'heure de supprimer, je crois, 200 et quelques sénateurs. C'était des postes de sénateurs, bien sûr. 248 postes de sénateurs. 248 postes. Oui. Je voudrais pas que ça soit mal interprété. Non, faut pas que ça soit mal interprété. Et puis je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je voudrais dire à toutes les personnes qui m'écoutent, qui peuvent venir, donc mardi 14 mars, c'est-à-dire mardi la semaine prochaine, au Doc Pullman, 50 avenue du Président Wilson à Saint-Denis, à 18h, où je vais présenter mon programme présidentiel et le programme législatif. Et puis, plus encore, le samedi 25 mars, à partir de 15h, c'est Porte de la Villette. Ils trouveront toutes les précisions sur notre site internet. Ça s'appelle Paris Event Center. J'y suis pour rien, c'était en américain. C'est pas moi qui ai inventé le truc. À partir de 15h, entrée gratuite. On a déjà 2600 personnes inscrites. Et je pense qu'on va atteindre, les 4000, 5000 personnes. De toute façon, plus il y aura de monde, mieux ce sera. Parce que là, comme très probablement je serai officiellement candidat, il y aura toutes les radios, les télévisions nationales et internationales. Dont nous, on viendra. Eh ben vous viendrez, oui, voilà. et on aura également d'ailleurs des invités étrangers qui vont venir. Et je crois que ça va être un choc visuel pour les grands médias qui nous ont boycottés depuis 10 ans. Très bien, moi j'en profite pour saluer nos invités habituels qui vous ont écouté, qui m'ont envoyé des messages de sympathie. Donc Malik Etou, Franck Montfort, aussi Nasser Douidi qui a été hospitalisé hier et qui est en convalescence, donc un fidèle invité de Soleil Politique. Donc on te salue Nasser et puis on te souhaite un prompt rétablissement. Et puis que vous dire à part peut-être encore à une prochaine fois, Monsieur François Asselineau. J'en profite pour dire à mon confrère d'RTL que François Asselineau est disponible. Voilà pour les interviews. Donc voilà une bonne nouvelle aussi pour nos confrères. Voilà, merci Saléha pour la mise en onde. Rediffusion ce soir dès 23h. Et comme je vous sais à l'UPR très réactif, et sur le site, nos émissions seront sur le site de l'UPR, à mon avis dans à peu près 1 heure. À peu près 1 heure, voilà, vous êtes très très réactifs. Voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à rester fidèle à Soleil Politique, vous l'aurez compris, c'est la libre parole. La libre parole, les auditeurs ont pu appeler librement, vous l'avez constaté d'ailleurs, voilà, on ne les censure pas, et puis toutes les questions sont bonnes à poser en ce qui nous concerne. On vous laisse en compagnie du journal, et à la semaine prochaine. Bye bye. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.